Bienvenue au Mutunde et content de te revoir à ta mairie en cette nuit, disons, du samedi au dimanche. Alors, tu es à Paris après plus d'une année d'absence, sinon davantage. Tu es venu pour une série d'activités. Et avant cela, tu étais en Guyane, en Martinique et bien sûr en Guadeloupe où tu mènes principalement tes activités. Alors, comment tu peux nous présenter la situation de ces activités? Quelles ont été les raisons pour lesquelles tu as fait cette tournée et comment s'est passé ton séjour à Paris? Voilà, ben déjà, un gros OTEP, un guéro OTEP à tout le monde, parce que c'est vrai que ça fait plaisir d'être à ta mairie, de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors c'est vrai que ces derniers temps, c'est-à-dire depuis la fin du mois d'avril pratiquement, eh ben, nous avons eu un planning, en tout cas j'ai eu un planning relativement chargé. Il faut savoir qu'à ce jour, en termes d'ateliers sur les mathématiques africaines vis-à-vis des enfants, nous ne sommes pas loin de 14 000 enfants. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir, comme ça, réunir des enfants d'école primaire, des collégiens, des lycéens, mais aussi des jeunes de l'université, pour aborder non seulement l'aspect extraordinairement scientifique, mais aussi ludique des mathématiques africaines et le lien de ces mathématiques avec l'univers informatique. Et chose particulière, c'est que nos ancêtres ont développé une pédagogie que je trouve extraordinaire dans la mesure où tous les enfants, en fait, ont la faculté d'apprendre. Alors, la réalité, elle est très simple. C'est que la nature ne sait pas dupliquer des intelligences. Ça ne sert à rien de chercher dans l'intelligence de cet enfant-là, l'intelligence de cet enfant-là, parce que la nature crée des intelligences originelles. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tous les enfants sont intelligents. Et il fallait une méthode qui permette tout simplement aux enfants d'aller se connecter à leur intelligence et de la faire apparaître, de la faire surgir, comme cette graine qu'on met en terre et qui devient un grand arbre. La méthode, ben, c'est celle de l'Afrique qui permet tout simplement, par une variété d'expressions, en termes de couleurs, en termes de formes, en termes aussi de sons, ben, tout simplement, ben, de permettre à l'enfant, via une démarche ludique, d'accéder à une réflexion scientifique et de comprendre aussi la logique des ancêtres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à prouver, ça je vous le dis franchement. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des centaines d'étudiants, aussi des centaines d'enseignants, pardon, des professeurs de mathématiques, de physique, enfin vraiment de tous les univers, qui ont salué la démarche que j'ai initiée dans ce domaine-là. On a fait initiation mathématique africaine pour les enfants de 5 à 15 ans et plus. On a fait le papyrus d'Amès dédié aux mathématiques africaines, qui est surtout un ouvrage à destination du public d'encadrants pédagogiques, les enseignants, mais aussi les parents, qui veulent faire des exercices avec les enfants et qui veulent leur montrer aussi l'originalité de la pensée africaine. Et ça, c'est extraordinaire. Je remercie naturellement tous ces maires de différentes villes qui ont mis à ma disposition des salles qui m'ont permis de recevoir des centaines et des centaines de jeunes sur leur circonscription. Je pense à la mairie de Fort-de-France, je pense à la mairie d'Anse d'Arlé, je pense à la mairie de Cayenne, je pense aussi donc à Saint-Laurent-du-Maroni, parce que ça nous a permis véritablement de voir au cours, vous vous rendez compte, au cours du dernier mois, on a pu voir au moins 1000 gamins. Je remercie aussi la mairie de Bémao en Guadeloupe, qui nous met à disposition sur toute une journée une immense salle pour faire notre village des mathématiques africaines. Donc vous voyez, sur ce domaine-là, nous avons voulu axer véritablement une approche pédagogique vis-à-vis des jeunes générations. Ces jeunes générations qui ont besoin de donner du sens à leur existence. Et via cette activité qui ouvre vers la culture, mais aussi vers les sciences, non seulement ça leur permet de découvrir la richesse de leur culture, le patrimoine, mais aussi l'éventail, les mathématiques fractales, toutes ces choses, vous voyez, la notion de symétrie radiale, la symétrie bilatérale, toutes ces choses qui constituent l'avancée de la technologie d'aujourd'hui, mais qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aborder avec les enfants. Donc ça, c'est important de le souligner. Je remercie aussi ces milliers de personnes qui sont venues en Guyane, qui sont venues en Martinique, qui sont venues en Guadeloupe, à nos conférences, le doyen et moi, puisque c'est vrai qu'on a fait une tournée de conférences avec le doyen Doumbé Fakoli du Mali, qu'on ne présente plus. Et la chose, c'est que ça a permis de mettre l'accent sur la spiritualité. Parce que la spiritualité dans le monde noir est en crise aujourd'hui, puisque nous subissons une attaque en règle
Donc tout ce qui a pris ces choses-là. Il faut savoir que le monde entier était dans le polythéisme. Seule l'Afrique était monothéiste. Vous voyez, ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, les anciens l'ont témoigné. Beaucoup de chercheurs, d'égyptologues aussi occidentaux ont témoigné de cette chose-là. Nous parlons de monothéisme qui remonte pratiquement au 4e millénaire. Le soleil perçu comme la manifestation du Créateur. Or, il y a un seul soleil dans le ciel. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des choses importantes parce que j'ai montré aussi via la série Cosmogénèse Kamite, le tome 1 qui vous attend à la librairie Taméry, le tome 2, le tome 3. Vous voyez, le tome 3 et le fascicule. Dans le tome 3, où j'ai voulu mettre l'accent sur le fait que ces divinités chrétiennes qu'on vous présente aujourd'hui étaient autrefois, en fait, des divinités africaines, négro-africaines. Et que ça montre bien que c'est égyptienne. Et le meilleur exemple, hein, il est très simple. Vous savez que la Trinité n'existe pas dans l'islam, la Trinité n'existe pas dans le judaïsme, et vous retrouvez la Trinité dans la chrétienté. Or, cette Trinité provient directement de l'Égypte ancienne. Parce que si vous avez déjà été dans les temples en Égypte, vous verrez que dans chaque temple, il y a une Trinité, que les égyptologues appellent par euphémisme triade. Mais on a bien compris qu'il s'agit de cette fameuse Trinité. Donc tout ça, ce sont des choses importantes, puisque même les prières, les textes sont restés identiques. On a tout simplement une copie en bonne et due forme de nos textes sacrés africains, réalisés par les pères de l'Église, Alexandre d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie. Alexandrie, c'est l'Égypte. Ils avaient accès à quoi? À la bibliothèque d'Alexandrie, et ils ont pu copier nos textes, et tout simplement s'approprier un patrimoine. Pourquoi? Parce que la bibliothèque avait brûlé. Et c'est Jean-François Champollion qui, en descendant dans les tombeaux des pharaons, s'est rendu compte que les anciens avaient inscrit sur les murs les originaux de ces textes. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'affirmer que ces traditions, en fait, sont des traditions qui sont tout simplement les élèves de la tradition de l'Égypte noire pharaonique. Et c'est quand même dommage que l'ignorance ait rongé à ce point nos cœurs et nos cerveaux, et que nous soyons aujourd'hui en train de nous tourner vers des spiritualités, vers des religions extérieures à l'Afrique, alors que l'Afrique est à la fois l'alpha et l'oméga de tout cela. Et chose quand même particulière, c'est que c'est une pensée qu'on voit apparaître aux alentours du 4e millénaire. Hein? Donc, analyser cette pensée avec les connaissances d'aujourd'hui, avec la pensée d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu problématique. Parce qu'il faut se replonger dans le bain négro-africain de la pensée scientifique, négro-africaine de l'époque, la pensée théologique, la pensée cosmo-théologique. Pourquoi je parle de cosmogénèse? Parce que la chose dont je me suis bien rendu compte donc, en Guadeloupe, c'est que le ciel est un texte, le ciel délivre un message. Et celui qui arrive à déchiffrer le grand livre du ciel, d'ailleurs c'est le titre du tome 2 de Cosmogénèse, hein, déchiffrer le grand livre du ciel, arrive à comprendre justement ce message qu'il peut traduire après en allégorie théologique. Et c'est ce qu'on appelle la spiritualité, avec les fondements sur la vibration, sur la circulation de l'énergie et le lien entre l'infini et l'infini, hein, le fini et l'infini, le visible et l'invisible. C'est tout ça qu'il faut arriver à cerner, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, c'est vrai, l'humanité en crise à la recherche du sens. Mais le sens ne peut pas être trouvé dans des civilisations qui sont jeunes. Il faut aller chercher le sens dans des civilisations qui avaient placé l'esprit au-dessus de la matière. Non pas dans des civilisations qui ont placé la matière au-dessus de l'esprit. Alors, chose particulière, c'est que c'est vrai que je suis venu à Paris faire 2 colloques. Le colloque de Nielgi, que je remercie, qui m'a permis de rappeler aussi, hein, de nous rappeler que dans notre tradition, le Sud a toujours maîtrisé le Nord. Le Sud a toujours maîtrisé le Nord, et là nous subissons les énergies du Nord, un peu comme si nous avons oublié que nous avons une géométrie sacrée. Le Nord a une signification, en fait, de notre ancestralité. Vous savez que quand vous êtes perdu en forêt, et que vous faites le tour d'un gros arbre, le côté où il y a la crasse, le côté où il y a la saleté, c'est le Nord. Pourquoi c'est le Nord? C'est toujours le côté le plus humide, et c'est toujours le côté où la lumière du soleil ne va pas. Et vous savez que c'est pas anodin ce que je dis, parce que la plupart des statues que nous avons chez nous sont orientées vers le nord. Or, le nord, c'est la direction de la crasse. Il faut savoir qu'une statue, ça s'oriente vers l'est, mais regardez les traditions. Regardez la tradition asiatique, regardez la tradition indienne. Les statues sont toujours orientées vers l'est. Vous voyez, parce que pourquoi? Le soleil se lève à l'est. Nos ancêtres vivaient sur la rive est du Nil et enterraient donc les défunts sur la rive ouest. Donc il y a une signification dans les points cardinaux. Et quand, tout autant qu'on continuera
à négliger ces points cardinaux, eh ben, on subira l'effet négatif de ces vibrations, de ces énergies. Vous avez quelque chose que vous aimez chez vous, mais est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que cette chose, je l'ai mis à l'est, est-ce que je l'ai mis à l'ouest, est-ce que je l'ai mis au nord? Il ne s'agit pas d'avoir un tableau, de le mettre sur un mur. Il faut encore pouvoir dire dans quelle direction vous avez mis ce tableau. Ce ne sont pas des choses qu'on néglige. Ça a un fondement. Il y a des papyrus où on en parle. Vous voyez, je prendrai le temps de venir à Taméry, vous expliquer tout ça. Je prendrai le temps de vous montrer, de vous faire une démonstration cartésienne, véritablement, pour que vous puissiez comprendre que tout cela a une logique. Si aujourd'hui on subit les énergies du Nord, c'est parce que nous avons oublié la science du Sud. Nous avons oublié la maîtrise des énergies. Comment nos ancêtres, comment ils se préparaient à venir vers le Nord et comment ils étaient conscients que ce Nord, véritablement, à la fois c'est le lieu de l'immobilisme, c'est le lieu de l'incertitude, c'est le règne de la matière, c'est le royaume de Seth. Ce sont toutes ces choses-là que les anciens disent dans le texte. Et si vous êtes au nord, si certains du monde noir vivent au nord, il faut apprendre à vivre dans le nord. Les Chinois ne subissent pas les problématiques, les affres énergétiques du nord. Les Indiens non plus. Toutes ces communautés ont appris à neutraliser les énergies du nord. Nous avons oublié. Nous avons oublié, nous tournons en rond. Donc ce sont des choses que je viendrai vous expliquer et que vous verrez, les répercussions sont quasi instantanées dans la vie lorsqu'on modifie sa nature énergétique et qu'on s'arrime à la circulation des énergies sur le plan cosmotellurique. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Je viendrai aussi parler, parce que vous savez, j'écris les ouvrages, j'écris les ouvrages cosmogenèse, mais je ne peux pas tout dire dans un ouvrage. Parce que vous savez, les choses ne peuvent pas aller dans n'importe quelle main. Parce que vous en doutez bien qu'il y a des gens qui sont assez surprenants, des gens assez bizarres, qui commandent aussi ces ouvrages pour voir qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous avons dans ces ouvrages, de manière à créer les conditions d'une neutralisation de la pensée noire demain. Donc je ne peux pas tout mettre, mais je viendrai à Taméry expliquer pourquoi les iconographies, par exemple, de nos ancêtres kamites, les Européens les ont copiées à l'identique. Et c'est Hirtisen, qui est notre grand maître dans le domaine de l'art, qui nous donne les clés de tout cela. Parce que l'art, il dit que c'est une science. Vous voyez? L'art, c'est une science. Et il va même plus loin. Il dit, si tu ne sais pas ce que c'est que créer, ne crée pas. Parce que quand vous faites une œuvre d'art, en fait, vous aviez quelque chose dans votre cœur. Et vous mettez au monde cette chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que seul l'artiste voit. Et il y a un moment, quand il crée la chose, il la met au monde. Là, tout le monde a la possibilité de voir cette chose-là. L'univers ne reconnaît que la dimension féminine pour introduire une vibration, puisque tout est reconnu comme vibration dans l'univers, pour introduire une vibration dans l'univers. C'est-à-dire, même si c'est un homme qui crée, c'est sa dimension féminine qui va enfanter cette vibration, et cette vibration doit être acceptée et reconnue par l'univers. La chose, c'est, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une vibration reconnue et acceptée par l'univers? Parce que, en fait, il y a des lois. Et il faut connaître les lois et on aura l'occasion d'aborder tout ça et vous comprendrez pourquoi les Européens ont gardé les mêmes iconographies. Parce que lorsque je fais le cosmogénèse kamite, le fascicule voir et comprendre, vous voyez bien, je peux montrer une image simple, vous voyez bien qu'il y a là une copie parfaite. Mais la chose c'est que pourquoi la copie elle est parfaite? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait qu'il n'y avait pas la possibilité de modifier l'iconographie? Parce qu'en la modifiant, on modifiait aussi la tonalité vibratoire de cette iconographie. Donc ce sont des choses que je prendrai le temps de venir expliquer à Taméry, de manière à faire progresser cette réflexion. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que vous savez, les ouvrages, c'est de l'énergie. Il faut apprendre à regarder le taux vibratoire d'un certain nombre de choses qui ont pour vocation d'apporter la connaissance. Vous voyez? Parce que je remarque que très souvent, on regarde un livre, on regarde le titre et puis on regarde le prix. Il faut apprendre à sentir la vibration qu'il y a dans un ouvrage. Parce que il y a des choses que vous ne savez peut-être pas, mais la raison pour laquelle certains ouvrages ne sont pas promotionnés par le système, c'est parce que le taux vibratoire est un taux vibratoire d'élévation. C'est un taux vibratoire qui nourrit les consciences, qui nourrit les cœurs. Et ça, généralement, dans un système de prédation, le prédateur n'aime pas ça. Et ça, il faut apprendre, je dirais, ce type de réflexion et comprendre ces choses-là. Parce que vous savez, chez nous au pays, les gens qui massent, qui ont l'habitude de masser les gens, d'être en contact avec les énergies, ils vous disent qu'en tenant simplement un livre dans les mains,
ils arrivent à ressentir le taux d'énergie, le taux vibratoire de ce livre-là. Voyez? Et ça, il faut le comprendre. Parce que, pourquoi? Quand Obenga dit ça sert à rien de lire les livres des africanistes et compagnie, c'est parce que le taux vibratoire est très bas. Mais il faut apprendre tout ça. C'est pas simplement l'information. Vous savez, quand quelqu'un ne dit pas la vérité, le taux vibratoire de son ouvrage est très bas. Mais le problème, c'est que ça participe aussi à la chute de votre taux vibratoire. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'ouvrage, on parle d'énergie. Il faut des ouvrages qui augmentent nos taux de vibratoire, qui va augmenter notre taux d'énergie. Tout cela, je viendrai vous expliquer ça parce que je vois que on a des déficits de connaissances dans certains domaines. Et c'est ça qui fait que nous discutons un peu, je dirais, en passant à côté de la réalité. La dernière chose que je voudrais dire, mes très chers, c'est que, vous savez, il y a eu cette émission où il y a cette dame qui est venue dire que, à l'époque des plantations, bon, les esclaves, on les entretenait. Bon, nous savons tous que c'est faux. Mais vous savez tous très bien que cette émission, c'est une émission qui a été enregistrée et qui a été regardée avant d'être diffusée. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes ont eu l'occasion de voir cet extrait et beaucoup de gens dans cette régie de production n'ont pas été plus offusqués que ça d'entendre cette dame dire ça. Mais la chose, c'est que tout le monde réagit en oubliant un fondement essentiel. Si vous ne faites pas éclater votre volonté de puissance, non pas dans les mots, mais dans les faits, forcément, vous êtes toujours assujetti à ce genre de propos. Parce que la chose, c'est que où est notre volonté de puissance? Où est notre dimension de conquête, notre esprit de conquérant? Regardez nos WhatsApp. Tous nos WhatsApp sont des murs de lamentation. On se plaint toujours de ce qu'on nous a fait. Cherchez le mot investissement. Il n'existe pas. Voyez? Cherchez le mot fonds d'investissement, initiative économique, rachat, prise de participation. Tout ce qui participe à la vie de la modernité d'aujourd'hui, nous l'avons complètement oublié. Nous sommes en train de nous enfermer dans les drames du passé, alors qu'il s'agit d'utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Mais la première conquête que vous devez mener à son terme, c'est la conquête de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas parvenu à vous conquérir vous-même, vous ne pourrez pas conquérir rien du tout. Parce que moi, je vous dis une chose, il faut bien comprendre ce que je dis. Vous avez chez nous, aux Antilles, des Chinois qui emploient des Noirs. Mais est-ce qu'il y a des Noirs qui emploient des Chinois? Alors que les Chinois aussi pourraient venir nous raconter des histoires. Et est-ce que qui va leur donner tort? Puisque un Chinois sort de là où il est, c'est lui qui vend nos produits, c'est lui qui parle de nos traditions. On a des boîtes de nuit qui ne sont pas tenues par nous. On a des produits de beauté qui sont faits par d'autres, même pas par nous. C'est-à-dire qu'on est constamment sur l'économie, en train de faire un match de football à l'extérieur, et on veut avoir le respect, alors que tout le monde voit que le match de football, nous le faisons à l'extérieur. Il y a des matchs de football qu'on ne peut faire qu'à domicile. Ça s'appelle l'économie. Et c'est quoi à domicile? Quand l'argent rentre dans la poche du monde noir. Il faut que l'argent rentre dans la poche du monde noir et que nous décidions, on achète cette boulangerie, on achète ce bâtiment, on achète cette stalle, on achète ça. C'est-à-dire on se met ensemble et on devient propriétaire de ce genre de choses. Comment voulez-vous être respecté si nous-mêmes on ne se respecte pas? Ici, à Paris, dans l'Île-de-France, toutes les communautés possèdent. Elles possèdent des commerces, elles possèdent des salles. Toutes ces communautés font preuve de dynamisme économique. Nous sommes là en train de nous plaindre qu'on nous attaque, mais quand est-ce qu'on a affirmé notre puissance? On affirme notre puissance comment? C'est pas par des mots. Si on ne décide pas de mettre ensemble notre argent, de créer un fonds de développement économique pour acquérir donc des pépinières d'entreprises et placer nos jeunes investisseurs dans ces pépinières d'entreprises, il ne faut pas venir se plaindre après que les gens nous racontent des histoires. Parce que nous ne sommes pas dans un pays imaginaire, nous sommes dans la réalité. Et dans la réalité, on ne respecte que les conquérants. On ne respecte que les conquérants. Moi, je vois chez nous, lorsque il y a des bœufs, eh ben, la barrière est cassée, les bœufs enjambent la barrière et les chiens rentrent manger les bœufs. Est-ce que les gens se plaignent en disant « oui, il y a tel bœuf qui est parti » Non, le paysan va vous dire « il faut que je répare ma barrière parce que c'est la seule façon de mettre un terme à ce problème-là. » Nous, le monde noir, je vais vous dire une chose. On aurait été violet, ça aurait été le même problème. On aurait été jaune, ça aurait été le même problème. À partir du moment où vous n'avez pas la manifestation de votre volonté de puissance et que vous n'êtes pas des conquérants, peu importe votre couleur de peau, forcément on ne vous prend pas au sérieux.
Alors, si on veut être pris au sérieux, il faut mettre notre capacité, notre génie africain, dans l'esprit de la conquête. Et il ne faut pas oublier une chose. Quand les Européens sont partis à la conquête du monde, ils sont partis faire du business. Ils sont partis créer des routes commerciales. C'est vrai qu'ils ont pris les armes, c'est vrai qu'ils ont détruit nos empires. Mais regardez, ce sont les routes commerciales qui ont rendu certaines civilisations puissantes aujourd'hui. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas ce qu'on nous a fait ou ce qu'on ne nous a pas fait. Où sont nos routes commerciales? Hein? Où est notre esprit de conquête pour créer entre nous des réseaux économico-financiers? Où sont nos établissements financiers? Hein? Où sont nos magasins? C'est de cela dont il s'agit. Quand on part à la conquête, c'est pour bâtir des réseaux commerciaux et pour affirmer sa volonté de puissance. Il faut comprendre ça. Si nous n'assumons pas cette volonté de puissance, forcément les gens vont nous marcher dessus. Et je vous dis, peu importe notre couleur de peau, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, ce n'est pas le problème de l'autre. Parce que quand la dame, elle dit ça, elle nous rappelle juste une chose. Nous n'avons pas encore manifesté notre volonté de puissance. Et cette dame pourrait être notre employée. On aurait pu avoir un magasin, c'est notre caissière. Elle aurait pu être caissière dans un magasin qu'on tient. Vous voyez l'affaire? C'est de cela dont il s'agit. Tous ces gens-là, on aurait pu les mettre caissiers ou manutentionnaires chez nous. Vous voyez? Et demain, si elle crée une société, elle va chercher des employés. On va aller encore postuler dans sa société pour travailler chez elle alors qu'elle nous a insultés. Mes chers amis, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. La puissance, c'est la clé de la raison d'être sur Terre. Si tu ne veux pas être puissant, tu seras une proie et preuve finale. Et personne ne va te respecter. Maintenant, la puissance, c'est quoi? C'est la volonté collective d'être puissant. C'est de ça dont il s'agit. Si vous ne transmettez pas à vos enfants cette volonté de puissance, hein, si nous parlons tout le temps de ce qu'on nous a fait, oui, on nous a fait. Mais vous savez que les gazelles, sur le continent africain, il n'y a pas de barrière qui les sépare des lions. Et les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Même les lionnes, quand elles viennent chasser les gazelles savent comment faire pour neutraliser les lionnes. Même si vous voyez dans les documentaires, on vous montre que tiens, le lion a attrapé une gazelle. Combien de mois le monsieur est resté là avec sa caméra à attendre qu'une gazelle se fasse bouffer par un lion? Parce que moi, j'ai discuté avec les gazelles m'ont dit 3 mois passent, le lion ne mange pas. Parce que les gazelles ont étudié le lion et ils connaissent les faiblesses du lion. Et quand le lion attaque, c'est sur ces faiblesses qu'ils jouent pour neutraliser les lions et neutraliser les lionnes. Alors il faut apprendre aussi à faire comme ces gazelles. Nous sommes aussi avec des lions, mais il faut apprendre à étudier le lion et connaître une chose, le tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, c'est ce qui neutralise l'adversaire. Il faut apprendre à décider d'étudier le tendon d'Achille. Parce que quand on veut être puissant, il faut connaître le tendon d'Achille de tout le monde. C'est de cela dont il s'agit, mes très chers. Qu'on ait été noir, qu'on ait été bleu, qu'on ait été vert, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Et ça, il faut le comprendre. La dame, elle dit ça, oui, mais moi, quand je vais dans les lieux où on habite, les ascenseurs ne fonctionnent pas depuis 2 ans. 2 ans, des ascenseurs ne fonctionnent pas. C'est pas une insulte, ça? Hein? Vous avez des escaliers qui sont complètement en ruine, des trottoirs qui n'ont jamais été faits depuis 20 ans. C'est pas une insulte, ça? Tout ça, c'est pas une insulte? Quand vous allez chez les autres, ceux qui affirment leur volonté de puissance, leur ascenseur fonctionne, leur trottoir est comme il faut, tout fonctionne bien. Donc tout ça, ça fait partie du rang des insultes. Pourquoi? Parce que nous n'affirmons pas notre volonté de puissance. Et nous devons apprendre à jouer en équipe. Nous devons apprendre à jouer ensemble. Nous devons apprendre à mettre notre argent ensemble. À miser ensemble. C'est de cela dont il s'agit. Parce qu'on pourra critiquer tout le monde. Mais ces gens-là, quand ils se réunissent, ils mettent leur argent sur la table. Ils se mettent ensemble pour racheter quoi? Racheter des biens chez nous. Demain, on ne sera même plus propriétaire de ce qu'on a chez nous. Parce qu'il y a des conglomérats, des gens qui viennent et qui se donnent les moyens de devenir propriétaires chez nous. Qui créent des centres commerciaux, même dans des vides. Des territoires vides, ils créent des centres commerciaux. Parce qu'ils se donnent les moyens de faire. Vous voyez l'affaire? Donc c'est de cela dont il s'agit. Le reste, franchement, ça ne m'intéresse pas. J'ai des cheveux blancs aujourd'hui. C'est des choses que je vis depuis que je suis étudiant. Je vois les mêmes choses. Mais il y a une constante que je constate. C'est que nous manquons de volonté de puissance. Et sans la volonté de puissance, on ne se fera pas respecter. Vous voyez? On devrait arrêter d'être toujours dans la réaction. On nous a dit, on réagit parce qu'on nous a dit. Mais on devrait aussi être dans l'action. En permanence, être dans l'action. Être dans l'action, ça veut dire quoi? Se donner les moyens d'être puissant. Voilà de quoi il s'agit. Se donner les moyens d'être puissant.
se donner les moyens d'être puissants dans tous les domaines. Nous devons être puissants. Et c'est la seule façon donc d'être dans ce bas monde. Nous voulons être aimés par personne. Nous ne devons pas courir derrière l'amour des gens. Mais il y a une chose que nous devons exiger, c'est le respect. Mais si on ne se respecte pas nous-mêmes, personne ne pourra nous respecter. Il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc commençons par nous respecter. Portons des choses qui nous ressemblent, faites par nos frères et sœurs sur le continent. Mettons en valeur notre culture. Apprenons cette culture à nos enfants dans les lieux de savoir. Faisons en sorte que nous puissions aussi leur montrer des réalisations collectives, des choses matérielles que nous possédons et comment nous arrivons justement à émerger. Ce que j'appelle émerger, c'est sortir du nous. On a la possibilité de le faire. Moi, en tout cas, je crois en vous et je vous aime énormément et je sais qu'ensemble, on peut y arriver. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir à Taméry et je vous dis à très bientôt parce qu'on aura l'occasion d'étudier des choses détonnantes, vraiment très détonnantes. Voilà, je vous remercie. Merci Omotunde pour ce passage qui est l'occasion pour toi de rentrer au pays avec Voilà, des centaines de livres. Totalement. Voilà, et bon, pour terminer, comment évolue la diffusion des humanités classiques africaines dans l'univers ou plutôt aux Antilles et en Guyane, comment... Voilà, non, ce que je dirais d'une façon très simple, c'est que on voit qu'on subit une attaque de la part des organisations judéo-chrétiennes. C'est vrai que dans tout le monde noir, il y a une attaque en règle, c'est-à-dire qu'on veut absolument maîtriser la conscience donc des gens et faire croire aux gens que l'Occident atteindrait le GPS qui permet à l'âme d'aller au paradis. C'est-à-dire que ce sont eux seuls qui détiennent le GPS de la position stellaire du paradis dans le ciel. On voit bien que tout ça vise simplement à défendre le système et lui permettre de perdurer. C'est dommage que notre peuple n'ait pas accès à sa boîte noire de connaissances. L'autre chose, c'est que nous avons développé aussi les instituts d'histoire, l'Institut d'histoire à Nijar en Guadeloupe, l'Institut Péranque en Martinique et l'Institut Tarana que nous sommes en train de développer en Guyane. Donc tout ça de manière à faire en sorte que cette connaissance-là, nous puissions commencer à vraiment nous accaparer. Mais pas nous accaparer la connaissance seulement, un système de réflexion. Un système de réflexion. Pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la domination elle est totale à tel point que tout noir diplômé est diplômé par un système leucodermique. C'est-à-dire le système leucodermique, c'est lui qui valide les savoirs de tous les Africains. Donc, soit, c'est-à-dire vous ne vous rendez pas compte qu'il s'agit d'une mise sous tutelle en règle de tout le paradigme et de tout le système de réflexion africain, qui va créer des Africains qui seront devenus des monstres, c'est-à-dire des gens qui vont mettre en doute la pensée originelle de leurs ancêtres, parce qu'ils auront été, dans les savoirs des autres, manipulés au point de croire que l'origine du savoir vient des autres, alors que l'origine du savoir vient de chez nous. Il faut prendre le temps d'étudier ces choses-là sérieusement. C'est pour ça que mon intention véritablement, c'est à la fois de développer les centres de diffusion de connaissances, mais de vous permettre véritablement de rentrer dans un système de réflexion. Ce système de réflexion, c'est véritablement ce lien entre la matière et l'antimatière. Il faut aller au-delà de la lecture des hiéroglyphes et comprendre la vibration qui se dégage de cette lecture. Comprendre le message codé, le message caché qu'il y a derrière ce genre de, donc cette documentation, de manière à voir comment les anciens arrivaient justement à affirmer leur volonté de puissance et à la, je dirais, à la sortir même du monde invisible pour l'affirmer dans le monde visible. Et ce sont des choses qu'il faut faire. Je pars aussi parce que nous avons des ateliers mathématiques africaines à faire avec des enfants. Notamment, on a une journée complète avec la ville de Bemao. On a d'autres ateliers. Je dois me rendre aussi au Canada. Alors, je dis aux frères du Canada, normalement à la fin du mois de juin. Donc, je dois être au Canada parce que nous allons faire justement, donc, véritablement en sorte que nous puissions toucher les frères du Canada et faire en sorte que les questions que vous vous posez, eh bien, que vous puissiez avoir une réponse technique, mais que vous puissiez voir justement une dimension de la connaissance diopienne qui est assez inédite. Parce que c'est vrai que le retour au pays m'a amené à voir beaucoup de choses différemment. Et c'est ce que je souhaite véritablement partager avec vous. Voilà, donc je pars, c'est vrai, avec beaucoup de joie au cœur parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai partagé beaucoup de choses. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de rentrer au pays. Mais je dirais que tout cela nous permettra de rebâtir une nouvelle tournée, de refaire encore ce grand détour
de ne pas oublier la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, tous ceux qui nous ont sollicités. On aura l'occasion de se voir bientôt, je vous le promets. Ok, merci. Merci Otep. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Bien, merci. Merci. Ok. Otep. Otep.